Nous allons voir dans ce cours le principe de fonctionnement des principales interfaces d'entrée-sortie disponibles pour le 8086. Nous allons voir dans un premier temps quelques définitions, les notions d'adressage et de gestion des entrées-sorties par le 8086 et nous passerons ensuite en revue les différentes interfaces qui sont l'interface parallèle, l'interface série, le timer et enfin le contrôleur d'interruption. Nous allons commencer ici par rappeler quelques définitions qui ont relation avec les entrées-sorties. Nous commençons par la définition de l'unité des entrées-sorties. Alors l'unité des entrées-sorties est la partie de l'ordinateur qui permet à celui-ci de communiquer avec l'environnement extérieur. Elle est constituée par un ensemble d'interfaces d'entrée-sortie. Une interface d'entrée-sortie permet de relier un ordinateur à un périphérique ou circuit d'entrée-sortie. Les circuits d'entrée-sortie ou bien les éléments d'entrée-sortie ont en général des signaux qui sont différents de ceux de l'ordinateur. Alors, le rôle de l'interface d'entrée-sortie permet d'adapter les signaux de l'ordinateur ou bien du microprocesseur à ceux des circuits d'entrée-sortie. Parmi les périphériques ou bien les circuits d'entrée-sortie, on a les périphériques qu'on appelle périphériques informatiques, qui sont le clavier, l'écran, l'imprimante, les disques, etc. Et nous avons, dans le cas par exemple du domaine de l'électronique, des circuits d'entrée-sortie qui permettent de mesurer la température, la pression, etc. Les interfaces d'entrée-sortie sont connectés au microprocesseur à travers les bus d'adresse de données et de commandes. Les points de jonction entre les interfaces et les périphériques sont appelés ports d'entrée-sortie. Dans un ordinateur, cette définition est une définition clé. Dans un ordinateur, chaque élément possède une adresse qui lui est propre. Les circuits d'entrée-sortie sont alors vus par le microprocesseur comme les cases mémoire et chacun des circuits d'entrée-sortie peut avoir une ou plusieurs adresses. Ces adresses correspondent en général à des registres soit de configuration, soit des registres de données ou bien des registres d'état. Le microprocesseur 8086 utilise le principe de l'adressage indépendant pour la gestion de l'espace des entrées-sorties. Nous rappelons que l'adressage indépendant consiste à avoir tout l'espace d'adressage disponible pour la mémoire centrale et créer un espace propre aux entrées-sorties. Dans ce cas, l'ensemble des adresses des ports d'entrée-sortie sont identiques à certaines adresses de la mémoire. Le 8086 dispose d'un espace pour les entrées-sorties de 64 kilooctets. Les adresses de 0 jusqu'à 4 fois F en hexadécimal sont donc communes à la mémoire centrale et aux entrées-sorties. Alors le fait qu'il y ait des adresses communes entre la mémoire et les ports d'entrée-sortie, ceci exige l'existence d'un signal parmi les signaux du microprocesseur afin qu'on puisse l'utiliser pour faire la distinction entre ces adresses communes. Ce signal, dans le cas du 8086, est le signal MIO bar. Il doit être utilisé dans le décodage des adresses. Il est également nécessaire de disposer au niveau software d'instructions distinctes, qu'il s'agisse d'un accès à la mémoire ou bien au port d'entrée-sortie. Ces instructions sont pour le 8086 Move, pour l'accès à la mémoire, que ce soit en lecture ou bien en écriture. Et les instructions pour les entrées-sorties sont IN pour une opération d'entrée et OUT pour l'opération de sortie. Alors au final, Move
permet de mettre MIO bar à 1. Les instructions in et out, quant à elles, vont mettre MIO bar à 0. Les adresses dans les instructions in et out peuvent être soit sur 8 bits, soit sur 16 bits. Ces adresses peuvent être fournies d'une manière directe dans l'instruction ou bien indirecte. Dans ce cas, elles doivent être contenues dans le registre DX. Nous allons voir maintenant l'essentiel des principales interfaces d'entrée-sortie disponibles pour le 8086. Nous commençons par l'interface parallèle 8255. Alors, une communication parallèle, c'est dans laquelle les bits d'un mot sont transmis simultanément, par opposition à ce qu'on appelle une communication sérielle, dans laquelle les bits d'un seul mot sont transmis un par un sur une seule ligne. Le 8255 dispose de 3 ports d'entrée-sortie sur 8 bits qui sont le port A, le port B et le port C. Le port C peut être séparé en 2 ports de 4 bits pour former les groupes A et B. En plus des lignes d'alimentation, le 8255 dispose d'un bus de données sur 8 bits afin d'être relié à celui du 8086. Il dispose également d'une ligne de sélection de boîtier Chip Select, CS-bar, d'une ligne de remise à 0 Reset, de 2 lignes d'adresse A0 et A1 pour accéder aux différents registres du circuit. Ensuite, les lignes de lecture et d'écriture. Le 8255 dispose de 4 registres. 3 registres qui sont associés aux ports A, B et C et un registre de configuration. Les registres des ports A, B et C sont accessibles en lecture ou bien en écriture. Le registre de configuration n'est accessible qu'en écriture uniquement. Le circuit 8255 peut fonctionner selon 3 modes. Le mode 0, c'est le cas de port d'entrée-sortie de base. Le mode 1, où 2 groupes qui sont le groupe A et B qui sont définis. Le port A avec la partie haute du port C forme le groupe A et le port B avec la partie basse du port C forme le groupe B. Ces 2 groupes peuvent être configurés en entrée ou bien en sortie. Les ports A et B sont utilisés pour la communication des données. Les 4 bits du registre C sont utilisés pour le contrôle de la communication. Le 3e mode disponible est le mode 2. Il permet de réaliser sur le port A une communication bidirectionnelle sur 8 bits. 5 bits du port C, dans ce cas, sont utilisés pour le contrôle de la communication. Pour relier l'interface parallèle 8255 au microprocesseur 8086, il faut dans un premier temps faire le choix de la connexion du bus de données D0, D7 du 8255, soit à la partie basse D0, D7 du bus de données du 8086, ou bien à la partie haute du bus de données, donc D8 jusqu'à D15. Le fait de choisir la partie basse ou bien la partie haute du bus de données, on devra utiliser dans le décodage d'adresse soit A0 ou bien BHE bar. A0
doit être utilisé dans le décodage dans le cas de l'utilisation de D0 à D7. Dans ce cas, les adresses du 8255 vont être toutes paires. Dans le cas de l'utilisation de BHE bar dans le décodage d'adresse et de D8 à D15 pour la liaison entre le bus de données, dans ce cas-ci, les adresses vont être toutes impaires. Nous devons également utiliser MIO bar à l'état bas dans le décodage des adresses. Le reste des lignes d'adresse de A3 jusqu'à A15 vont être utilisées pour le décodage des adresses. Bien évidemment, les lignes de A16 jusqu'à A19 du 80-86 ne vont pas être utilisées puisque les ports d'entrée-sortie ont des adresses sur 16 bits uniquement. Nous avons un espace pour les entrées-sorties de 64 kilo-octets. Alors les lignes de A3 jusqu'à A15, elles permettent de choisir ce qu'on appelle l'adresse de base du circuit 8255. Cette adresse de base correspond à la configuration où A1 et A2 sont toutes les deux égales à 0. Dans ce cas-ci, il s'agit de l'adresse du port A. Pour la combinaison A2 égale à 0 et A1 égale à 1, nous avons accès au port B. Son adresse sera donc 302, dans le cas où l'adresse de base est 300. Si on utilise ensuite pour A2 égale à 1 et A1 égale à 0, là on va accéder au port C qui va avoir comme adresse 304. Le registre de commande ou bien le registre de configuration aura pour adresse l'adresse 306. Il correspond à la combinaison A2 égale à 1 et A1 égale à 1. Alors dans cet exemple, nous avons une adresse paire ou bien des adresses paires 300, 302, 304 et 306. Alors ceci exige la connexion sur le bus de données D0, D7 du 80-86. Et également, il faut inclure A0 et non pas PHE bar dans le décodage d'adresse. Dans ce cas, la sortie Y du circuit de décodage d'adresse aura pour équation l'équation qui figure ici. Et bien évidemment, il va falloir inclure MIO bar à l'état bas, à 0 donc, dans le décodage de l'adresse. Nous avons ici un exemple d'application de l'interface parallèle 8255. Alors, dans cet exemple, nous disposons d'éléments d'entrée-sortie qui sont des interrupteurs et une LED. Les interrupteurs sont considérés comme des éléments d'entrée. Ils permettent d'entrer des valeurs binaires, soit 1, soit 0. La LED, quant à elle, permet d'afficher un résultat, soit à 1 lorsqu'elle est allumée ou bien à 0 lorsqu'elle est éteinte. Alors, pour faire la liaison du 82-55 au 80-86, il va falloir dans un premier temps choisir entre l'utilisation du bus de données DE0 à D7 ou bien de D8 à D15. Dans cet exemple-là, on relie D0 D7 du 82-55 à D0 D7 du 80-86. Alors, ceci exige d'utiliser A0 dans le décodage, ce qui est fait ici. Ensuite, MIO bar doit figurer également dans le décodage. Les lignes A0, A1 sont reliées à A1 et A2 du 80-86.
Et les lignes de A3 jusqu'à A15 vont me permettre de fixer l'adresse de base. Ici, nous avons une adresse de base qui est égale à 300. Donc, nous avons l'équation du circuit de décodage Y qui est donnée par l'équation notée ici. Alors, du côté programmation, on note qu'on peut définir des constantes dans la programmation en assembleur. Par exemple, ici, la constante 300, on va lui donner comme nom port A. Port B va correspondre à la constante 302, ainsi de suite. Dans le programme, on devra faire une étape d'initialisation des différents ports d'entrée-sortie. Ensuite, une étape de lecture de l'état des interrupteurs. Ensuite, une étape pour envoyer le résultat sur la ligne de sortie. Tout ceci, on peut le faire en boucle infinie. Par exemple ici, on commence par l'initialisation des différents ports. On va initialiser le port A en entrée et le port B en sortie. Donc à partir de là, on va configurer le registre de contrôle à la valeur 90 hexadécimale. Les trois instructions ici, move dx control, donc ici nous allons mettre la valeur de l'adresse du registre contrôle dans le registre dx. Ensuite, move al 90h, nous allons envoyer la valeur 90h dans le registre al. Et enfin, out dx al, le contenu du registre al va être envoyé sur le port dont l'adresse se trouve dans le registre dx, donc sur le port 306 qui correspond au registre de contrôle. Ainsi, le 8255 va avoir son port A configuré en entrée et son port C, et plutôt son port B configuré en sortie. Ensuite, on va commencer dans la boucle. Ici, la boucle, c'est une boucle infinie. Le programme va faire en permanence une lecture des interrupteurs et un envoi du résultat. Il ne va jamais s'arrêter. Donc, pour lire la valeur du port, il faut mettre l'adresse du port A dans le registre dx, dans cette instruction. Ensuite, effectuer une opération d'entrée. Il va falloir vérifier si la combinaison 101 existe sur les trois lignes A0, A1 et A2 en utilisant une opération de masquage. Si cette combinaison existe, on va aller à l'écriture de 1 sur le port B0 ou bien sur la ligne B0 du port B. Si la combinaison n'existe pas, on va envoyer un 0. Le fait d'envoyer 1 va allumer la LED, le fait d'envoyer un 0 va l'éteindre et le programme va reboucler indéfiniment sur la première instruction qui consiste à une lecture du port A ou bien de la combinaison sur les trois interrupteurs. Nous allons voir ici le principe de fonctionnement de l'interface sérielle 8250. D'une manière générale, le principe de fonctionnement d'une interface série est le suivant. Une interface série dispose de deux registres de données, l'un pour l'émission et l'autre pour la réception.
Ces deux registres de données sont reliés à des registres à décalage. Dans le cas de l'émission, le registre à décalage permet de transformer les données parallèles du registre d'émission, de les transformer en une combinaison sérielle qui va être transmise sur la ligne TXD. Dans le cas de la réception de données sur la ligne RXD d'une manière sérielle, le registre à décalage, dans ce cas-ci, va transformer les données série en des données parallèles afin de pouvoir les lire à partir du registre de données. L'interface série dispose également d'un registre de configuration et d'un registre d'état. Le registre de configuration permet de spécifier les critères en quelque sorte utilisés dans le protocole de communication. On sait que une communication sérielle nécessite l'existence ou bien l'adoption d'un protocole. Alors, un protocole décrit la manière avec laquelle sont transmises ou bien vont être lues les données sur une ligne sérielle. Par exemple ici, dans le cas de la norme appelée RS232, nous avons un protocole qui dit que un niveau 1 logique est exprimé par une tension entre -9 à -15 volts. Un niveau 0 logique est exprimé par une tension de 9 à 15 volts, plus 9 à plus 15 volts. Dans le protocole, il doit y avoir un bit de start. Ensuite, les bits de données, un bit de parité et un ou bien deux bits de stop. Toutes ces données-là, ou bien tout ce protocole-là, va permettre la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur. Le circuit PIT 8254 est une interface constituée par 3 compteurs timers programmables. Ils permettent de réaliser des fonctions de comptage ou bien des fonctions de synchronisation. Ces timers peuvent être utilisés comme compteurs d'événements ou bien pour générer des délais de temporisation, des signaux périodiques ou bien des impulsions à durée programmable. La connexion de ce circuit à un 8086 doit se faire soit en utilisant le bus de données D8, D15 ou bien la partie du bus de données D0, D7. Ceci en fonction que l'on veuille attribuer des adresses impaires ou bien paires au circuit 8254. Les lignes de lecture et d'écriture sont également connectées à celles du 8086, ainsi que les lignes d'adresse. La ligne Chip Select, quant à elle, doit recevoir la sortie du circuit de décodage d'adresse. Chaque compteur possède une ligne d'entrée d'horloge, une sortie et une ligne de commande gate. Les lignes A0 et A1 du 8254 doivent être reliées aux lignes A1 et A2 du 8086. Elles permettent l'accès à l'un des trois registres des compteurs ou bien au registre de configuration. Le circuit 8254 peut fonctionner selon plusieurs modes, parmi lesquels le mode M0 qui permet de générer des délais de temporisation. Dans ce cas, une valeur est déterminée par le programmeur en fonction de la fréquence de l'horloge. Cette valeur est chargée sur le compteur. Celui-ci est décrémenté par l'horloge jusqu'à atteindre la valeur 0. Là, une interruption est générée pour dire que le délai de temporisation est terminé. Dans le mode 1,
le même principe de fonctionnement est utilisé, mais cette fois-ci pour générer une impulsion sur la sortie out du compteur. Dans le mode 2, le registre du compteur est utilisé comme diviseur de fréquence pour le signal de l'horloge clock. Le mode 3 permet de générer un signal carré. Dans ce cas, une valeur est chargée sur le compteur. Elle est décrémentée jusqu'à atteindre 0, puis elle est rechargée automatiquement pour générer une nouvelle période du signal carré. Dans les modes 4 et 5, le compteur est utilisé comme compteur d'événements qui peut être synchronisé soit par programme, soit par un signal sur la ligne gate. Le circuit 8259 est un circuit contrôleur d'interruption. Il permet de multiplier le nombre de sources d'interruption. On sait que dans un microprocesseur 8086, il n'existe que deux lignes d'interruption, la ligne INTR et la ligne NMI. Le 8259 peut donc multiplier le nombre de sources d'interruption qui peuvent être alors connectées au 8086. Son rôle, le rôle du contrôleur d'interruption, est de générer la demande d'interruption et d'envoyer un code ou bien un numéro qui est appelé numéro d'interruption qui va permettre d'identifier la source de l'interruption. Dans le cas où il y a plusieurs demandes d'interruption, le 8259 va gérer ces demandes en attribuant une priorité à chacune d'elles. Dans ce cas-ci, c'est la demande du circuit qui est le plus prioritaire qui va être servi en premier. Un 8259 peut connecter 8 circuits d'entrée-sortie. Ce nombre peut être augmenté en utilisant plusieurs circuits en cascade.